Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour cette troisième édition du Point de Rupture. Alors Rupture, c'est notre mensuel, progressiste radicalement eurocritique, j'en dirai quelques mots dans un instant. Et le point de rupture, c'est précisément parce que nous souhaitons chaque quinzaine faire le point de l'actualité européenne avec vous. Alors, notre mensuel, puisque je parle de l'actualité, évidemment, il y a un léger différé entre le moment où nous enregistrons cette émission et le moment où, chers internautes, vous la regardez. Entre-temps, il va y avoir un sommet important. Vous en saurez les résultats quand vous regarderez cette émission. Nous ne les connaissons pas encore. C'est le sommet du 30 juin, où au troisième essai, normalement, les dirigeants du Conseil européen devraient choisir notamment le président de la future Commission européenne. Alors tout ça donne lieu à des marchandages, à des manœuvres, à des tactiques diverses et variées, voire à des affrontements. Notre prochaine édition y revient de manière détaillée. Pas seulement sur les manœuvres, à vrai dire, qui n'intéressent que la bulle bruxelloise, mais aussi sur les enjeux, sur les contradictions et sur ce que ça révèle probablement du délitement de l'Union européenne. Donc, quand vous aurez cette émission, vous aurez la possibilité d'approfondir ce sujet, d'en savoir plus en termes d'analyse, d'information, en vous abonnant à notre mensuel. Je rappelle aussi que cette émission vous est proposée à titre gratuit sur la toile, qu'elle a un coût, et que ce coût est assumé par l'édition papier de notre journal. Pour tous ceux qui veulent approfondir ces sujets, ne pas se contenter d'une émission vidéo, eh bien, je crois qu'ils seront intéressés par toutes les précisions, les analyses, les décryptages et les éclairages que donne notre mensuel. Peut-être un mot pour préciser que dans l'édition dont je viens de parler, pour ceux que notre mensuel intéresse, outre les questions du sommet sur lesquelles nous revenons, il y a également un article qui revient sur les recommandations de la Commission européenne qui sont en réalité des directives adressées à chacun des États membres sur les finances publiques, sur les contraintes budgétaires, mais aussi sur beaucoup d'autres choses. Il y a un article sur les élections en Belgique, où l'existence même de ce pays est en jeu, sur les élections au Danemark. Il y a un article dans la rubrique économique et sociale sur la libéralisation et la déréglementation du sucre et de la production de betterave, avec tous les dégâts industriels et agricoles, et bien sûr sociaux, que cette décision européenne représente. Il y a bien sûr les brèves. Bref, il s'agit de faire le tour de l'actualité européenne. Donc pour aujourd'hui, pour notre émission, je voudrais donc vous présenter nos invités. Alors d'abord Étienne Chouard, que vous connaissez, qu'on ne présente plus, citoyen constituant, grâce à la fidélité duquel on réalise cette série de 3 émissions avant de reprendre ce rythme à la rentrée. Étienne Chouard qui, je le rappelle, a écrit 2 essais, Écrivons nous-mêmes la Constitution et Notre cause commune aux éditions Max Milot. Et je vous présente notre invité d'aujourd'hui, Pierre Vermeyren, qui est historien, universitaire, professeur à l'université Paris 1, et qui vient de publier un livre qui a retenu toute notre attention, dont je vais dire un mot, mais surtout à propos duquel je vais bien sûr lui laisser la parole, un livre qui s'intitule « La France qui déclasse » et sous-titré « Les Gilets jaunes, une jacquerie du XXIe siècle ». Alors évidemment, ce livre est fourmi de choses particulièrement intéressantes. Je l'ai lu comme une analyse de classe de la situation actuelle, et un des éléments qui rentre en ligne de compte, c'est le mépris qu'ont les élites pour les classes populaires, la classe ouvrière en particulier. Mais Pierre Vermeyren nous donnera évidemment les raisons qui l'ont amené à écrire ce livre, et notre débat portera effectivement sur son actualité. Alors Pierre Vermeyren, peut-être pouvez-vous nous dire en quelques mots votre propos et les idées qui vous semblent importantes. Pourquoi avez-vous écrit ce livre et pourquoi il tombe finalement assez bien maintenant? Merci Pierre Lévy, merci de votre invitation. En fait, c'est un livre qui est né bien sûr dans le contexte des événements de cet hiver de 2019, qui s'intitule « La France qui déclasse, les Gilets jaunes, une jacquerie au XXIe siècle ». Mais ce n'est pas un livre à proprement parler sur la crise des Gilets jaunes, il y en a déjà eu beaucoup. Et puis on a tous suivi cette actualité. C'est un livre plutôt sur, je dirais, la manière dont cette crise, finalement, la crise des Gilets jaunes, c'est un dénouement, en quelque sorte. C'est un dénouement qui n'est pas un dénouement parce que les choses ne sont pas finies, mais en tout cas, c'est l'exposition d'un problème, d'un changement de structure à la fois sociale, économique, territoriale, géographique, très importante, qui se sont structurés pendant plusieurs décennies et qui ont débouché finalement sur une forme d'impasse
et ça n'a pas, ça a donné lieu à cette crise sociale. Alors, moi, je sais que vous travaillez beaucoup sur la dimension européenne, j'ai plutôt ici travaillé sur la dimension nationale. On sait que d'autres pays et d'autres économies industrielles modernes ou actuelles, à commencer par les États-Unis, ont connu des problèmes analogues. Mais je me suis intéressé donc à l'espace français pour essayer de comprendre comment ces recompositions s'étaient mises en place. Alors, il y a 9 chapitres, ce n'est pas mon propos de les reprendre, on reparlera de ce qui vous intéresse. Mais en gros, l'idée, si vous voulez, c'est de dire qu'en 40 ans, en gros, on est sorti du modèle d'une économie productive qui était basée principalement sur la production de biens matériels, biens industriels, biens agricoles, biens miniers, etc. Et qu'au fond, à un moment donné, ce modèle basé sur la production est apparu comme obsolète aux yeux de nos élites. Pour des raisons à la fois économiques, financières et idéologiques, puisque par exemple on a décrété la fin du modèle industriel, la fin de l'industrie, la fin de l'emploi, la fin de la classe ouvrière, la fin de l'agriculture, la fin des campagnes et j'en passe. Et la France sans usine. Et la France sans usine, tout à fait. Oui, c'est ça, l'industrie, l'économie sans usine. Résultat, on a assisté à des recompositions sociales et territoriales de très grande ampleur. L'avantage de l'industrie, et a fortiori de l'agriculture, c'est qu'elle avait une répartition sur le territoire qui n'était pas homogène, mais qui était quand même très décentralisée et qu'on retrouvait dans l'ensemble du territoire, à commencer par l'Île-de-France, qui était elle-même une grande région de production industrielle. Les choses ont commencé à changer dans les années 60 avec la décentralisation de l'industrie parisienne vers l'ouest, région sans beaucoup d'usines à l'époque. Et puis à partir de la crise des années 70, et ça s'accélère après 83-85, nos élites décident donc de l'obsolescence de tout un tas d'industries. Ces industries, et notamment l'industrie parisienne, progressivement est démantelée. Et on a donc la classe ouvrière parisienne qui quitte progressivement l'Île-de-France et qui se réinstalle dans un certain nombre de régions. Et puis, à peu près au même moment, on a une accélération de ce qu'on pourrait qualifier de déproduction agricole et déproduction industrielle avec la fermeture de bassins industriels dans toutes les régions de France, notamment dans le nord et dans l'est, et puis en Normandie, et puis ailleurs aussi d'ailleurs. Et donc finalement, la fermeture des usines, la diminution de l'emploi agricole sur de très grandes surfaces, et finalement, donc, s'incruste progressivement un chômage de masse qui passe de 400 000 personnes vers 1970, 500 000 en 1975, à plus de 6 millions aujourd'hui. Et parallèlement, on a une reconcentration de ce qu'on appelle les cadres, donc on peut dire la bourgeoisie, d'abord vers l'Île-de-France et vers les métropoles. Parce que cette économie productive, elle laisse place à une industrie tertiaire très productive en termes de capitaux, puisque c'était d'ailleurs un des objectifs. Et donc on a aujourd'hui, pour prendre l'Île-de-France, qui n'a plus que 400 000 emplois industriels sur des millions, c'est très peu, mais l'Île-de-France produit le tiers du PIB français. La douzaine ou la dizaine d'autres grandes métropoles, elles aussi, elles abritent aussi à peu près un tiers des cadres français, 1 700 000 à Paris, 1 700 000 dans les grandes métropoles, et puis il en reste 1,5 million dans le reste du pays, c'est-à-dire sur 95% du territoire. Et donc ces grandes métropoles, elles aussi, elles produisent peut-être 20 ou 25% du PIB. Donc vous avez sur 5% du territoire une concentration des 2 tiers des cadres français de plus de la moitié du PIB, et donc avec une économie mondialisée dans le domaine des services, les services aux entreprises, enfin voilà. J'en finis là parce que, à mon avis, c'est le cœur du dossier, si je puis dire, parce qu'après, il y a tout un tas de conséquences sociales, sociologiques, territoriales, politiques, de toutes sortes, mais au fond, on a une reconcentration donc, dans les fameuses agglomérations mondialisées, une reconcentration des activités économiques, nouvelles manières, un abandon du reste de l'économie productive et du territoire, et ça débouche sur la crise des Gilets jaunes. Voilà, que vous voyez comme une sorte d'un aboutissement et d'une conséquence ultime de cette déstructuration, désindustrialisation. Ultime, je ne sais pas, mais c'est la dernière en date, oui. Étienne Chouard, comment réagissez-vous sur ce livre ? Moi, je le trouve passionnant. Il me reste une vingtaine de pages, mais vraiment, j'ai déjà plein de notes, plein de questions. J'ai plusieurs bouquins déjà, bien sûr, il y en a au moins 15 ou 20 sur l'histoire des ravages du néolibéralisme, c'est-à-dire ce qui s'est passé au début des années, à partir des années 70. Mais je trouve
d'habitude, ce sont les économistes qui racontent, et le fait que ce soit un historien change la façon de s'exprimer, la façon de regarder. Je trouve ça très, très intéressant. Je vais avoir plein de questions de détails, mais dans ce que vous avez décrit, vous avez incriminé, et je partage cette analyse, une volonté des élites de changer de paradigme et de passer à une économie tertiaire délibérément, volontairement, sans débat, vous le soulignez, sans débat, sans remise en cause, malgré les résultats catastrophiques. Donc c'est sûrement une partie du problème. Est-ce que... Mais je ne vous ai pas vu pour l'instant, alors peut-être que vous en parlez à la fin, mais je ne vous ai pas vu incriminer le libre-échange, c'est-à-dire la mise en concurrence avec des pays esclavagistes, c'est-à-dire la Chine, l'Extrême-Orient, des gens qui payent pas ou peu leurs salariés, ce qui, partout sur Terre, le libre-échange a dévasté les économies qu'il appliquait. Donc ça ne le libre-échange est une idéologie impériale qui est imposée aux empires. Ça avait été d'abord l'Angleterre à ses colonies, et en fait, à chaque fois qu'un pays applique le libre-échange, il se ruine. Et moi, je trouve dans le libre-échange une bonne explication de la désindustrialisation. Et puis, je vous ai vu l'évoquer un petit peu, mais pas plus que ça, un autre facteur de désindustrialisation qui est l'euro. L'euro comme monnaie unique trop forte pour tous les pays qui se désindustrialisent, justement, et qui ne peuvent plus se servir de la dévaluation comme moyen de conserver leur compétitivité, et qui n'ont plus que les salaires comme variable d'ajustement, et qui voient le pays s'appauvrir à toute vitesse. Parce que la désindustrialisation, quand on la voit depuis longtemps, mais on la voit exploser à partir des années 2000. Ouais. C'est-à-dire, en fait, à partir de la suppression des quotas avec la Chine et de l'euro. Est-ce que c'est volontaire, ou bien est-ce que... il y avait déjà tellement de choses à dire que... Oui, non, mais c'est pas ça, mais il y a c'est une vraie question, parce qu'au fond, on est dans le même bateau que l'Allemagne. Et en Allemagne, les élites n'ont pas fait ce choix d'abandonner l'industrie. Elles ont gardé leur modèle industriel, et nous, on s'est dit, comme les Américains dans les années 70, on va se débarrasser des industries anciennes manières, c'est-à-dire polluantes, des industries de main-d'œuvre, des industries qui n'ont pas de valeur ajoutée par rapport aux nouveaux pays en cours d'industrialisation comme la Chine. Donc on s'est débarrassé des chantiers navals, de la sidérurgie, du textile, du jouet, de l'ameublement, et j'en passe, y compris de certaines industries de pointe. On a perdu plein de spécialisations. Et ce qui est très intéressant, c'est que les Allemands, eux, non. C'est-à-dire qu'ils ont joué, au fond, la carte de la spécialisation technologique avancée. Ils ont joué dans la même monnaie que nous. Ils ont joué dans le même ensemble que nous. Et au fond, le résultat, c'est qu'ils ont toujours... D'abord, ils exportent 100 ou 200 milliards d'euros de produits industriels, pendant que nous, on en importe... enfin, on a un déficit de 80, peut-être sans l'énergie 50, mais enfin, le fossé est immense. Et puis, dans le PIB, nous, notre industrie, elle est passée en gros de 20 à 10 ou 11%, alors qu'eux, elle est restée supérieure à 20%. Alors, donc, nous, en fait, on a voulu faire comme l'Angleterre. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va se spécialiser dans le tertiaire et la finance, et la banque, bien sûr la finance et la banque, sauf qu'on n'a pas la City. Et donc on a fait un choix en quelque sorte au rabais, mais les Anglais, eux, ils étaient à l'extérieur de l'euro. Et nous, on s'est mis finalement à poil, si vous permettez l'expression, face à l'Allemagne. Et l'Allemagne a gardé, donc voilà. Donc on peut incriminer bien sûr l'ouverture, enfin on peut dire ce que vous dites, mais il y a quand même un os. C'est l'Allemagne, et alors bien sûr on va dire elle a bénéficié de l'Europe de l'Est, mais il y a aussi les Pays-Bas, il y a le Danemark, il y a l'Autriche. En fait, maintenant il y a deux Europes économiques et industrielles. Il y a l'Europe méditerranéenne à la peine, et puis l'Europe du Nord, et puis l'Angleterre qui est sur son île. Bon. Est-ce que ça vous paraît exagéré de souligner le fait que l'Allemagne a la première martyrisé sa classe ouvrière avec ses plans Hartz 1, Hartz 2, Hartz 3, Hartz 4, et a créé donc une compétitivité, c'est-à-dire des prix moins élevés, un rapport qualité-prix meilleur, parce qu'ils ont rogné sur le coût du travail les premiers, obligeant les autres à suivre, mais avec un désavantage dans la compétitivité, avec une monnaie qui empêche de
de compenser par des dévaluations? Parce que si vous voulez, le miracle allemand, il me semble que les Allemands ont le plus grand nombre de pauvres, de travailleurs pauvres de la zone euro. À cette interpellation, il y a quelque chose dans ce que vous dites tous les deux qui me semble important, et dans ce que vous écrivez, c'est bien il y a bien des choix. Il y a des choix. Il y a une volonté. C'est-à-dire que c'est pas parce que pendant des années, on nous a expliqué que la mondialisation était une sorte de phénomène naturel auquel on ne pouvait s'opposer. Et qui s'imposait d'une certaine manière à tout le monde, quelle que soit la partie du monde. Or, ce que vous dites dans votre livre, et peut-être que là, l'Union européenne, l'existence de l'intégration européenne est un facteur, évidemment, qui est explicatif, aggravant, et en même temps qui structure tout ça, c'est qu'il y a bien eu des choix politiques des dirigeants nationaux qui ont fait le choix, au fond, de dire les pays, la dimension nationale, tout ça ne compte plus, nous sommes dans un monde qui se mondialise. Mais évidemment, c'est un choix idéologique, mais qui correspond en même temps à des intérêts de l'oligarchie tels que vous les évoquez. Donc, il n'est pas absurde que dans un même ensemble qui est l'Union européenne, il y ait une sorte de répartition des rôles négociée, en quelque sorte, même si ça ne s'est pas fait autour d'un tapis vert de manière pratique, mais de rapport de force qui s'établit avec une bourgeoisie nationale, disons-nous, qui, en France, abandonne au fond un certain nombre d'atouts majeurs au profit de la puissance dominante, sans doute pour récupérer quelques miettes. Ça ne serait d'ailleurs pas la première fois dans l'histoire, vous qui êtes historien. Comment vous réagissez sur cette interpellation de choix et la comparaison avec l'Allemagne? Ce que je disais était compatible. En fait, c'est quand vous dites ce sont les élites qui ont décidé sciemment, quand je dis et le choix du libre-échange et le choix de la monnaie unique, ce n'est pas une contradiction, parce qu'en fait, c'est la modalité. En fait, c'est par le libre. Mais vous semblez dire que ça avait commencé avant la fin des quotas sur la Chine, dès les années 70. Ça tient au fait que, en France, on avait quand même... Pompidou était banquier, le premier qui a lancé ce processus. Mais on avait un système scientifique de très haut niveau, notamment en mathématiques. Il y avait des très bonnes et très anciennes et très mondialement reconnues écoles d'ingénieurs, et les ingénieurs avaient quand même une voix très importante. Et on voit progressivement comment il y a un bascule des élites vers la haute administration. Et aujourd'hui, finalement, beaucoup de gens qui rentrent dans les grandes écoles, que ce soit des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, y compris d'ailleurs certaines écoles normales supérieures, les gens vont être attirés, vont basculer vers la sphère financière. Oui. Et du pantouflage, rétro-pantouflage. Les énarques vont pantoufler dans les banques, etc. Donc il y a un effet d'absorption par l'industrie financière au sens large. Est-ce qu'elle était interdite avant ? Et dans ce jeu-là, finalement, l'industrie à l'ancienne, ça paraît ringard. Et je crois qu'il y a beaucoup, vous parliez de choix, ce n'est pas un choix conscient et encore moins un choix présenté devant l'opinion, mais en tout cas, c'est un choix collectif d'un groupe qui décide que, au fond, ce qui est moderne, c'est ce qui est propre. Hein, c'est ça, c'est l'industrie sans usine. Voilà. Et finalement, ce qui est ringard, on peut bien en faire ce qu'on veut. Alors, ce qu'on n'a pas vu, c'est que les Allemands, eux, n'ont pas fait le même calcul. Et il y a toute une partie de l'industrie qui était chez nous et qui a filé chez eux. Et d'ailleurs, c'est la question du rachat, d'Alstom, etc. Eux, ils continuent, et d'ailleurs les Américains aussi, entre parenthèses, continuent d'observer ce qui se passe ici et rachètent un certain nombre de pépites industrielles que nous, on laisse filer au nom de tout un tas d'idéaux un peu fantasmagoriques. Donc, j'entends bien ce que vous dites, mais il y a aussi ce choix qui est presque culturel. Et puis évidemment qui a des conséquences financières, mais je ne pense pas que les Allemands ils considèrent qu'ils gagnent moins d'argent avec leur industrie de pointe que nous avec, je sais pas, en vendant des services aux collectivités locales, à l'État, aux banques, en construisant des travaux dans tous les sens, des infrastructures. Voilà, donc ça c'est vraiment des choix économiques. D'où l'intérêt de votre regard d'historien qui essaye de prendre le temps long. Là où l'actualité nous montre des casses ou des fermetures successives, vous prenez ce recul sur plusieurs décennies. Alors, j'entends bien ce que vous dites sur l'Allemagne. En même temps, dans la période, disons, dans les 2 dernières décennies, il y a aussi ce mouvement de financiarisation en Allemagne, qui n'est pas, y compris avec l'exemple de la Deutsche Bank, qui est une poudrière actuelle. Mais il y a cette volonté de maintenir en effet un tissu industriel jusqu'à présent, qui structure en quelque sorte, qui fait une répartition du travail, une division du travail au sein même de l'Union européenne. Alors c'est en effet pas un choix décidé un jour en particulier, mais il y a bien non seulement, il y a de manière très liée une idéologie et des intérêts.
Et puis, il y a des changements dans les structures de rémunération et dans l'échelle des salaires. Oui, alors, non, mais vous parliez de l'Allemagne, mais en France, nous, on a 9 millions de pauvres, après tout, on a 6 millions de chômeurs, on a tout un tas de gens qui sont sortis, on a un taux d'emploi extrêmement faible, notre population a augmenté pratiquement de 15 millions d'habitants en 30 ans ou 35 ans, je ne sais pas, et l'emploi privé est resté pratiquement stable, autour de 16-17 millions. C'est-à-dire qu'on a 15 millions d'habitants en plus qui sont en dehors de la sphère d'emploi. C'est totalement incroyable. Bon, ça tient à notre démographie, ça tient à l'immigration, ça tient à la population augmente. En Allemagne, la population est beaucoup plus stable. Si on accepte l'Europe de l'Est, l'intégration de l'Allemagne de l'Est, qui leur a rajouté 17 millions d'habitants, bon, mais bon, c'est un pays à part entière qui s'est incorporé. Mais en gros, ils sont toujours à peu près à 80 millions d'habitants. Oui, mais précisément, quand dans le sous-titre de votre livre, il y a un regard d'historien sur 40 ans de gâchis, ça me fait tiquer, j'aurais mis gâchis entre guillemets, parce que ce n'est pas du gâchis pour tout le monde en fait. Les élites en question gagnent beaucoup plus d'argent qu'avant, n'ont pas perdu en fait, n'ont pas subi elles-mêmes les conséquences négatives de leurs décisions. Et si vous voulez, moi je parlerais plutôt de trahison. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là trahissent l'intérêt général et il me semble que c'est parce que notre système politique ne permet pas de remettre en cause. Vous soulignez, vous disiez, justement, je trouve, ce sont des décisions qui ont été prises sans débat et qui n'ont jamais été remises en cause malgré la calamité des résultats. Et il me semble que... Alors, je ne sais pas si vous le faites à la toute fin. Parce que la résultats, elle n'est pas perçue. Justement, parce qu'elle est... Si. Oui, mais maintenant, depuis la crise des Gilets jaunes, elle est peut-être perçue. Mais la recomposition territoriale et sociale dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire dans les métropoles, les gens ne sont pas très conscients. Oui, mais c'est perçu comme quelque chose d'inéluctable et à la limite qui n'est pas gênant. Alors, c'est pas perçu comme quelque chose de mauvais, la désindustrialisation. Et le fait que les agriculteurs... Non, d'accord. Mais il parle des ceux qui perdent leur boulot. Oui, voilà. Vous parliez des élites. Oui, tout à fait. Mais alors, est-ce que dans les solutions qu'il y aurait à la fin, ça vous paraît, je soumets ça au feu de votre esprit critique, mais est-ce que ça vous paraîtrait pas astucieux de réfléchir à la mise en cause, aux institutions qui permettraient de contrôler les acteurs politiques et de les punir quand on n'est pas content. Parce que les gilets jaunes, il me semble que c'est quelque chose qui manque, je ne sais pas pourquoi, parce que vous avez parlé souvent mais c'est affectueux ce que je vous dis, hein, parce que je trouve super votre bouquin, mais si vous voulez, dans les gilets jaunes, il y a quelque chose de très important à mes yeux qui s'est passé, vraiment historique au niveau planétaire, dans les luttes sociales, c'est que les gilets jaunes ne se sont pas contentés de réclamer des réformes législatives, de meilleurs salaires, moins d'impôts. Ils ont fait une revendication prioritaire du référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire d'une modification constituante, c'est-à-dire de changer leur rôle dans la production des lois et dans le contrôle des acteurs politiques. Et non seulement ils en ont fait une priorité, mais voyant qu'ils n'allaient jamais l'obtenir des élus, que jamais les élus ne vont abandonner leur pouvoir au profit du peuple, ils se sont mis à l'écrire eux-mêmes, à faire les ateliers constituants. Ils en font partout en ce moment. Et est-ce que ça pourrait pas être, si vous voulez, que comme un... Et alors, c'est étonnant que vous n'en parliez pas, parce que il me semble que c'est le plus important. Il me semble que comme c'est le plus important dans les Gilets jaunes, enfin, il me semble... On va bien sûr que vous traiter des Gilets jaunes. Juste pour compléter cette remarque et cette question, ou cette interpellation, vous avez parlé de choix politiques. Donc, c'est des choix politiques qui se déclinent sur le plan économique, vous les décrivez, sur le plan social, évidemment, avec les conséquences. C'est aussi des choix, institutionnels, c'est-à-dire... Et ça va tout à fait dans votre sens, Étienne Chouard. Il me semble que quand on décide que le cadre national n'est plus pertinent pour prendre des décisions, et que là où se prennent les décisions les plus essentielles, c'est à des endroits qui n'ont aucune légitimité, c'est-à-dire hors de portée des citoyens, et hors contrôle, mais oui, c'est même au-delà du contrôle, c'est-à-dire l'élaboration, la réflexion, le débat critique sur les choix est totalement évacué au profit d'institutions qui ont été, non, c'est pas juste une erreur, ça a été conçu pour soustraire la possibilité pour les citoyens de débattre des choix qui conditionne l'avenir de chacun des pays. Et l'avenir que souhaiterait le peuple français pour son pays n'est pas forcément le même que souhaiteraient les Allemands, les Italiens, les Anglais
les Hongrois ou les Polonais. Chacun devrait pouvoir avoir la liberté de décider des choix qui déterminent ce dont vous parlez précisément. Or, le cadre qui permet le débat, l'affrontement et finalement les décisions collectives, dès lors où on l'efface, où on le met de côté, au profit d'une Union européenne qui n'a pas de légitimité populaire, on arrive, en tout cas là j'émets une opinion et je vous provoque un peu, mais on arrive à des situations telles que celles que vous les décrivez. Et peut-être, je conclus juste là-dessus ces remarques, peut-être est-ce la raison pour laquelle, sur les ronds-points, puisque nous parlons des Gilets jaunes, je parle notamment des Gilets jaunes des ronds-points, c'est-à-dire comment le mouvement a démarré, quelles étaient très vite les questions de l'Union européenne, voire de la sortie de l'Union européenne, même s'il ne s'agit pas de faire dire des choses à des gens qui ne l'ont pas dites, mais cette question est venue dans les débats. Alors, vous avez, dans votre bouquin, beaucoup parlé des Gilets jaunes. Est-ce que c'est une dimension que vous mettez en avant ? Oui, mais ce qui est très compliqué en France, c'est que les élites françaises, elles ont voulu l'euro, par exemple. Elles ont voulu le marché unique aussi. Elles y ont même très fortement contribué. Elles ont voulu ça parce qu'elles y ont trouvé des avantages, notamment la capacité d'endettement. Au fond, on peut s'endetter à peu près autant qu'on veut, puisque en gros l'Allemagne paiera. C'est un calcul un peu simpliste, mais quand on réfléchit, il n'est pas totalement faux, puisque maintenant, au bout de l'endettement, on arrive à avoir des taux d'intérêt négatifs. Donc ça ne durera pas, mais pour l'instant, c'est le cas en attendant. Et donc, si vous voulez, quand nos ministres décident, par exemple, d'abandonner la politique industrielle, quand ils décident de liquider la Datar, quand ils décident de supprimer l'aménagement du territoire, ce n'est pas des décisions européennes. C'est-à-dire que d'un côté, on a une politique européenne dans laquelle la France a été un leader. L'Allemagne, elle n'était pas convaincue par l'euro au départ. Hein. À la limite, elle l'a accepté parce que ça faisait passer la pilule de la réunification allemande. Enfin, il faut revenir au début des années 90, la réunification. Bon, finalement, ça ne les dessert pas. Mais les Français étaient quand même davantage demandeurs. Et ça a des traces. Et donc, si vous voulez, nous, c'est vrai qu'on peut dire qu'on subit des choix qui sont faits par l'Union européenne, mais c'est nous. Enfin, c'est en tout cas nos représentants politiques, de gauche comme de droite, sur une longue période, qui les ont impulsés. Et donc, comment est-ce qu'on peut... c'est ça qui est très particulier à la France. C'est un bouclier, l'Union européenne leur sert de bouclier à reproche, c'est-à-dire qu'en fait, oui, ils se sont affranchis de tout contrôle, ils se sont émancipés, ils se sont en intérieur, ils peuvent dire c'est la responsabilité de l'Union européenne, mais en réalité c'est nous, c'est eux-mêmes qui ont poussé ces choix. Donc ça rend la situation relativement inextricable, et c'est pour ça effectivement que le référendum d'initiative, on se doute bien que dans ces conditions-là, et en même temps, l'Union européenne a du coup une responsabilité. Mais ce n'est pas une abstraction, l'Union européenne. C'est les dirigeants ensemble, le Conseil européen, la Commission, tout ça marche en cohérence comme un orchestre, qui prend les décisions collectivement, quitte à ce que ça donne lieu à quelques affrontements. Il y a des pays qui comptent plus que d'autres. Absolument. Mais les élites, d'une certaine manière, ils trouvent toutes leur compte d'une manière ou d'une autre. C'est pas seulement un bouclier, c'est une instance. Grâce à ça. Comment ? Ils s'affranchissent de tout contrôle grâce à ces institutions. Ils s'affranchissent de la responsabilité de prendre des décisions et du débat. Ça va au-delà du contrôle. Mais alors, est-ce que les Gilets jaunes, en devenant constituants, comme ils le sont en ce moment, partout sur les ronds-points, ils sont en train de reprendre les ronds-points, mais ils font des ateliers constituants partout, est-ce qu'ils ne sont pas... c'est plus qu'une jacquerie, je veux dire, il y a quelque chose de très nouveau, il y a un aspect novateur dans cette révolte, c'est que le fait qu'ils deviennent constituants, est-ce que ça ne va pas leur permettre à la fois, s'ils arrivent à ensemencer la société de ce nouvel état d'esprit, de récupérer d'un seul coup, d'un seul geste, parce que quand ils deviennent constituants, ils vont récupérer la souveraineté nationale et européenne, enfin avec le moyen de corriger l'abandon de souveraineté qu'il y a eu au niveau européen, non ? Ça vous paraît pas moi, c'est plus dans mon domaine de compétence, parce que moi, j'ai essayé justement de réfléchir en amont pour essayer de voir les recompositions qui aboutissent à la situation actuelle. Ouais. À partir de là, on rentre dans la vie politique, dans des projections politiques, dans des nouvelles perspectives qui sont créées, évidemment, mais qui, en l'état actuel de la question, on voit bien qu'il y a quand même une reprise en main à tout point de vue des affaires par les sphères dirigeantes, pour ne pas dire seulement le gouvernement, mais les sphères dirigeantes. Et alors évidemment, on peut aller au clash, et certainement, on est dans une logique d'affrontement.
Parce que personne ne va vouloir laisser... enfin, je ne vois pas très bien actuellement dans les sphères dirigeantes de tous les domaines de la société dire « Ah bah tiens, on va vous laisser le pouvoir constituant ». Non, ça, non. Donc voilà, donc après, si vous voulez, c'est l'avenir. Moi, personnellement, c'est pas mon... Les historiens ne sont pas très bons pour prédire l'avenir, malheureusement. Votre bouquin vise à prendre la cohérence de plusieurs décennies d'une politique de désindustrialisation et de restructuration, au fond, de toute une société. Et vous faites le lien avec le mouvement qui a débouché le 17 novembre dernier par cette étincelle et le développement. Quel est le lien exactement? Comment vous faites cette jonction? Pourquoi vous avez été amené à en parler dans un livre qui finalement prend le champ du temps long? Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Parce que vous faites aussi un peu un travail de sociologue d'une certaine manière. On a eu depuis la Révolution française, ou durant tout le 19e siècle, vous avez des révolutions politiques qui naissent à Paris et qui après essaiment en province, comme on disait. Maintenant, il faut dire en région. Mais voilà, donc, et ça, c'est ce mouvement, on va l'avoir jusqu'au milieu du XXe siècle pratiquement. Même en 68. Oui, jusqu'en 68. Mais à partir du moment où Paris cesse d'être une ville industrielle et où les classes populaires, je dirais, qui ont une histoire révolutionnaire, pour le coup, de presque 2 siècles, sont renvoyés dans leur foyer en quelque sorte. Et deviennent invisibles. Et deviennent invisibles, oui. Bon. Eh ben, on a un changement radical de... Hein, il y avait 47% d'ouvriers à Paris à la fin du 19e siècle et je crois qu'il en reste 6 ou 7%. Bon. En 68, c'était déjà fini ce processus de disparition des ouvriers. Oui, mais ils étaient en Seine-Saint-Denis. Oui, ils étaient encore Ils n'étaient pas très loin. Voilà. Donc là, il y a un processus sociologique évidemment très puissant. Alors, c'est la première fois, c'est pour ça que j'ai parlé... La jacquerie, on peut le... C'est peut-être ça qui rend la révolution plus durable, hein, oui, alors, cette observation que vous faites. Oui, du coup, c'est pour ça que ça renaît de manière décentralisée, parce qu'il n'y a plus de centre. Enfin, il n'y a plus de centre protestataire, puisqu'il a été... vous savez, quand on rase les halles, on sait ce qu'on fait. Quand on met le tram, alors moi je vois ça à Bordeaux, mais c'est dans toutes les grandes villes de France. Quand vous faites passer le tram, c'est pas seulement... tiens, on va faire un truc sympa écolo. Non, à Bordeaux, vous savez, ça coûte 15 millions d'euros pour faire 1 kilomètre de tram. Il y en a actuellement 80 kilomètres. C'est une recomposition complète du paysage. Vous avez la destruction des commerces sur place, la destruction des cafés, des épiceries, des charcuteries, des boucheries, etc. Vous avez une recomposition, les gens partent. Les artisans partent parce qu'ils ne peuvent plus se garer, ils n'ont plus de garage, puisque le tram, il occupe l'espace. En plus, il y a les vélos, il y a les arbres, il y a des grands trottoirs, il y a des pistes pour les trottinettes. Donc, voilà. Donc, vous avez une recomposition complète. Non, mais c'est réel. Restructuration. Et puis après, vous avez des nouveaux commerces, des nouveaux habitants, des nouvelles populations. Puis des centres commerciaux, des magasins de graines, des barbiers, etc. Bon. Donc, ça, si vous voulez, c'est des recompositions très profondes. Et donc, vous avez tout un tas de catégories qui sont chassées de la ville-centre. Et ben après, du coup, vous avez... Pourquoi la jacquerie? Parce qu'on revient à l'Ancien Régime. Ces populations, elles se retrouvent dans la France périphérique, dispersées. Et du coup, c'est... Voilà, et donc, on a un phénomène. Alors, par définition, ce phénomène, il n'est pas pris en charge par des syndicats. Il n'est pas pris en charge par des partis politiques. Il n'est pas structuré. Il refuse même à bien des égards la structuration. Donc, il n'y a pas de représentation politique, on l'a vu aux élections européennes. Voilà, et donc c'est ça qui est... Alors que, bien sûr que par ailleurs, il y ait tout un tas de groupes, comme vous dites, qui essayent d'être constituants ou ceci ou cela, de s'organiser, de renaître, d'inventer quelque chose de nouveau. Oui, mais pour l'instant, on voit bien que l'effet de la désintégration, à la fois politique, morale, sociale, économique, il a des conséquences. Et c'est en ce sens-là que la jacquerie, ça nous ramène à quelque chose qu'on ne connaissait pas depuis très longtemps. Voilà. Après, bien sûr qu'on n'est plus sous l'Ancien Régime, ça ne m'a pas échappé, et que les gens votent malgré tout, et que, etc. Ils votent de moins en moins, en l'occurrence. Oui, ils votent de moins en moins d'ailleurs. Ils ont le droit, mais ils ne l'utilisent pas beaucoup. Pour des raisons qu'on peut soupçonner. Tout à fait. Étienne Charles, je suis sûr que ça vous fait réagir. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, donc ils n'y vont plus parce qu'ils savent que ça ne changera rien. Mais vous parlez dans votre bouquin, c'est intéressant, de cette espèce de clin d'œil de l'histoire qui fait que les gilets jaunes occupent les ronds-points qu'on nous impose à grands frais depuis les années 80, et en fait qu'ils sont les seuls à utiliser.
C'est-à-dire qu'en fait, Bah oui. C'est leur rond-point. C'est leur rond-point, voilà, c'est eux qui utilisent. Bah, vous prenez vous faites un bilan du coût extravagant des ronds-points. Ah oui, c'est des dizaines de milliards d'euros. Hein. Mm. Puisqu'un rond-point, c'est entre 500 000 et 1 million et demi d'euros, même parfois. Donc des dizaines de milliers de ronds-points, ça fait 30 milliards d'euros investis en 30 ans. C'est totalement improductif, hein, parce que ça fait vivre le BTP local, point. Et si vous rajoutez les rocades et tout un tas d'infrastructures de contournement et de recontournement et de bretelles, de ceci, cela, vous avez comme ça des... Et c'est là que cette économie nouvelle, elle se développe, mais c'est une économie c'est une économie d'investissement. On dit les collectivités locales, elles investissent, c'est merveilleux, 25 ou 30 milliards chaque année par an. Mais elles investissent à faire des ponts, des ronds-points, des rocades. C'est-à-dire que ça coûte, et il faut les entretenir et ça ne rapporte rien et c'est nul en termes de recherche, de capacité industrielle innovante. Et puis vous parlez de la laideur des zones industrielles aussi. Par ailleurs, si je vous comprends bien, au fond, il y a une image, la restructuration en profondeur de la société a quelque chose à voir avec la restructuration du paysage urbain, périurbain et national. Prenez le train. Au 19e siècle, la SNCF, enfin, c'était pas la SNCF, mais les chemins de fer ont été créés pour irriguer, comme des veines, hein, la totalité du territoire, la moindre petite vallée dans les Vosges ou dans les Pyrénées avec sa ligne de chemin de fer. Ce système a été démantelé et les TGV, finalement, aujourd'hui, ils ne servent plus à permettre à un paysan du Béarn de vendre des salades à Paris. Il sert à un cadre de la région parisienne à aller directement faire du ski dans les Alpes ou d'aller directement à Arcachon ou à Biarritz ou à La Baule, vous voyez, et à enjamber le territoire. C'est-à-dire qu'avant, vous avez un système d'irrigation du territoire et maintenant, vous avez un système d'enjambement du territoire. Tout à fait intéressant. C'est totalement désertifiant. Vous reliez ça à la désertification du pays, c'est tout à fait intéressant. Oui, parce qu'une ville qui était près d'une gare, elle devenait un carrefour. Et maintenant, une ville qui est près d'une gare, enfin, il n'y a plus de gare, donc voilà, la gare. Qui est près du chemin de fer, elle est asséchée. Vous pouvez nous parler du cas de Stenay? Je trouve ça, il est passionnant ce cas-là, de cette commune que vous connaissez et qui s'est fait désertifier, piller, quoi. C'est passionnant ce cas-là. C'est une petite ville de l'Est dans laquelle je suis né et j'ai vécu longtemps et j'ai assisté. C'est pour ça aussi que j'ai cette conscience de ce développement par étapes de la désindustrialisation. C'est-à-dire que vous avez... Et alors, ce que vous ne savez pas, c'est que suite à l'article, j'ai fait un article qui est paru dans la presse sur ce cas, et j'ai reçu des courriers et des mails d'un tas de gens de toutes petites villes du Nord, de l'Est, de Bourgogne, qui m'ont dit « Ah, mais vous ne pourriez pas écrire ça, c'est la même chose chez moi. » Voilà, des Ardennes, ça se sent quand vous l'écrivez. Il y a plein de gens qui m'ont écrit. Bon. Et effectivement, vous aviez là une communauté, une petite ville, je ne veux pas dire comme aux États-Unis, une communauté, donc une petite ville avec en gros un bassin d'emploi assez petit, mais 8000 habitants et 6000 emplois. Aujourd'hui, il reste 6500 habitants et peut-être 1000 emplois. Donc ça s'est passé en 40 ans. Parce que vous avez d'abord la désagrégation du tissu industriel, la désagrégation du tissu agricole, la désagrégation du secteur. Alors, il y avait des carrières, autour des carrières, il y avait une industrie du bâtiment, il y avait des forêts, il y avait donc des papeteries. Enfin, voilà. Ensuite, la liquidation des transports, puis la liquidation des services publics, puis la destruction des commerces, disparition de l'armée, disparition. Enfin bon. Et finalement, dans un micro-territoire à cette échelle-là, vous arrivez en gros à liquider pratiquement 80% de l'emploi sans qu'il y ait une seule information nationale, un seul plan de communication médiatique, parce que voilà, et ce travail-là, c'est vraiment un travail de désagrégation économique et sociale qui a pour conséquence, comme on le disait, la reconcentration des richesses dans d'autres bassins d'emploi et notamment dans les grandes agglomérations. Et voilà, mais au prix de la désertification. Vous soulignez l'aspect idéologique de cette affaire, puisqu'en fait, les élites nous ressassent sans cesse qu'il faut qu'on devienne moins immobiliste, qu'on soit plus mobile. Et vous dites, il est bien beau de déplorer l'immobilisme, mais faut-il aller au-delà? C'est-à-dire est-ce qu'il faut abandonner les régions entières au nom de cette idéologie de la mobilité? Vraiment, on a un problème avec le contrôle de nos élites, quoi. Quand ils déconnent à plein tube depuis 40 ans, on n'arrive toujours pas à les arrêter. On a un problème d'institution. C'est-à-dire qu'il nous faudrait un moyen institutionnel. Et le RIC, c'est exactement ça. Le RIC, c'est à notre propre initiative. Nous pourrions dire, ça suffit, sur telle loi, on les détruit,
on abroge telle et telle loi, on prend telle et telle loi, on pourrait devenir législateur, on pourrait révoquer les élus qu'on estime traîtreux. Je ne donne pas de nom, mais enfin, parce qu'il y en a des noms, hein, mais... Je suis obligé de maîtriser quelque peu le temps de cette émission, mais je rebondis sur ce que il est bien ce livre, il est très agréable à lire. Nos internautes vont se précipiter sur votre ouvrage. Je réagis sur ce que vous venez de dire, parce qu'au fond, l'intérêt de cette émission, c'est, en vous ayant invité, de faire le lien entre le temps long et l'actualité. Il ne faudrait pas non plus donner l'idée qu'au fond, il y a une sorte de destruction qui est maintenant irréversible et qui est terminée, où il n'y a plus rien à faire. Ça se poursuit, malheureusement. C'est-à-dire que ce que vous décrivez en temps long, j'allais dire que les dirigeants, je reviens à l'Union européenne, mais les dirigeants, j'allais dire au jour le jour ou au mois le mois, continuent à ordonner des politiques, à organiser des politiques qui vont dans ce sens. Alors, je parlais tout à l'heure... En fait, je pense que pour eux, c'est des angles morts, ça n'existe pas. Pas tout à fait. Ça n'est pas dans le... Pas tout à fait. Regardez, les recommandations dont je parlais tout à l'heure, ça fait partie de la gouvernance économique européenne. Chaque année, les gouvernements rendent leurs copies et la Commission européenne les corrige et dit voilà, là où il faut aller, là ça ne va pas, là il faut que vous fassiez mieux dans ce sens-là, etc. Donc c'est intéressant à lire. Évidemment, il y a des consignes d'austérité budgétaire, de restriction, de réforme des retraites, de réforme de l'assurance chômage, etc. Mais ça va plus loin que ça. Et c'est pour ça que je souhaitais faire ce lien entre le temps long et le temps court. Ça va plus loin que ça, puisque dans les recommandations adressées à la France, on appelait avant les grandes orientations de politique économique. Maintenant, c'est plus poli, on appelle ça des recommandations. Mais si les États ne les suivent pas, ils encourent une procédure de sanction. Donc, par exemple, pour la France, la Commission dit bon, il y a eu des progrès puisque le nombre de régions a été réduit. Mais en revanche, le nombre de communes, lui, se réduit d'une manière bien trop lente, dit la Commission. Donc, c'est gravissime sur le plan démocratique. C'est gravissime sur le plan démocratique. Et ce que je veux dire, c'est ce que vous décrivez sur la durée. Au fond, l'ensemble de la mécanique européenne, en quelque sorte, sert d'instrument pour imposer cela, évidemment, avec, c'est pas pour enlever la responsabilité de nos dirigeants nationaux, puisqu'ils sont directement partie prenante de ça. Je crois que c'est important de montrer cet aspect. Heureusement, le processus que vous décrivez, à mon sens, n'est pas irréversible. Non, bien sûr, rien n'est réversible. Mais la destruction se poursuit et les responsabilités ne sont pas une sorte de fatalité, elles sont une forme d'organisation entre nos dirigeants. Alors, puisqu'on s'achemine vers la fin de l'émission, je conclus en quelque sorte, enfin je vous donnerai la parole si vous voulez ajouter un mot bien sûr, mais je conclus sur un sujet un peu polémique et qui fera probablement l'objet des missions suivantes, puisque c'est des sujets en soi, bien entendu. Quand je vous entendais, et je n'engage que moi en disant ce que je vais dire, bien entendu, et pas nos invités, mais quand je vous entendais tout à l'heure, et notamment, et quand je vous lisais dans le livre, montrer que la volonté de faire disparaître la classe ouvrière, en tout cas de la rendre invisible, parce que la classe ouvrière n'a pas disparu, elle a été reléguée, et pour une part, elle a été mise de côté. Il y a une volonté idéologique, il y a cette volonté, à mon sens, d'effacer des classes dangereuses, comme on disait autrefois. Enfin, vous êtes historien, je ne le suis pas, mais ça évoque. Je crois que vous l'évoquez. Et il me semble qu'il y a une autre campagne. C'est la grande peur de mai 68, je pense. Il y a une autre campagne dont on subit les assauts depuis quelques mois, quelques années, sur les questions environnementales et climatiques, qui sert aussi notamment de tous ceux qui expliquent qu'il nous faut la décroissance, qu'on est allé trop loin, etc., mais qui, au fond, je le ressens comme une haine de la classe ouvrière. Au fond, les industries, ça sent mauvais, et les ouvriers sont là juste pour faire fonctionner les industries. Donc, si on les supprime... La paysannerie aussi. Hein. Et la paysannerie, absolument, d'autant que les choses vont assez de pair. Et donc, encore une fois, je ne veux pas vous engager en disant cela, mais il y aurait certainement des débats et à comprendre pourquoi ces campagnes environnementales et soi-disant pour sauver la planète ont en réalité des objectifs de classe qui ne sont pas mis en avant, alors même que ceux qui se présentent comme des adversaires du régime sont les premiers, malheureusement, à alimenter cette idéologie de la décroissance et du recul, même au sens anthropologique. En tout cas, oui. Je vous laisse ajouter un mot et je conclus dans un instant. Mais si vous voulez réagir là-dessus ou sur des choses qu'on n'aurait pas évoquées dans l'émission... Non, mais c'est assez amusant de voir qu'on incrimine le diesel dont on a organisé l'usage
à la fois technique et pratique, puisque en construisant des cités autour des grandes villes sur des dizaines de kilomètres, voilà, en laissant les camions faire le transport à la place des trains, etc. Bon, et des péniches. Bon. Ah oui, et en même temps, parler de la RN10 un peu, c'est incroyable. La RN10, c'est fantastique. Prochaine fois. Mais en tout cas, et on ne parle pas, si vous voulez, par exemple, des dizaines d'industries, enfin, c'est peut-être pas des dizaines en France et en Europe, mais c'est quand même en France, il y a plusieurs centrales nucléaires aujourd'hui qui tournent exclusivement pour que les gens regardent des vidéos de chats et des vidéos pornographiques. Et c'est assez marrant, on n'en parle pas parce que ça ne fait pas partie du paysage. Il vaut mieux attaquer les diesels au fin fond de la Bretagne. Et puis on ne parle pas des norias de camions qui traversent la N10. Oui, tout à fait, qui traversent l'espace français sans mettre un euro dans les caisses de l'État. Ouais. Un dernier mot, Étienne, et on conclut l'émission. Oui, alors moi vraiment, une fois de plus, je trouve un panorama, et cette fois-ci vraiment intéressant, vraiment bien raconté, je trouve, des différents problèmes techniques que rencontre le pays, mais sans qu'on envisage le fait que nous avons en fait un problème politique, c'est-à-dire que nous ne sommes pas représentés. Il me semble que nous n'avons pas écrit le contrat de travail de nos représentants, c'est eux qui l'ont écrit, et donc ils nous ont tenus à l'écart de toute possibilité de sanction, ce qui fait qu'ils nous méprisent au dernier degré, puisqu'ils se sont totalement mis à l'écart. Comme vous le dites souvent, à plusieurs reprises, vous dites qu'en fait, ils sont hors sol, ils s'aperçoivent même pas du mal qu'ils nous font. Mais je pense que c'est parce qu'ils se sont affranchis de tout contrôle, et nous les avons laissé faire en démissionnant du processus constituant. Rendez-vous compte, Hollande, il nous appelle les sans-dents. Il y a un mépris de classe, mais qui est absolument révoltant. Et je trouve que les gilets jaunes avec lesquels vous avez raccroché votre panorama, je trouve que c'est une bonne idée, c'est vraiment bien. Mais ils sont en train d'inventer la solution qui manque, c'est-à-dire qu'ils sont en train de devenir constituants. Comme des avant-coureurs, ils sont exemplaires, ils font ce que nous devrions tous faire, nous devrions tous devenir gilets jaunes constituants pour reprendre le contrôle de nos représentants. Je ne veux pas prendre la défense de François Hollande, mais reconnaissons que son successeur, en termes de mépris de classe, pas mieux. A battu aussi quelques records. Donc il me reste à conclure cette émission. Peut-être un dernier mot, je profite de mon privilège à la fois de débatteur et d'animateur, puisque je ne peux résister à l'envie, puisque vous avez parlé de la filière diesel. Ceux qui nous expliquent que la fin du monde et la fin du mois même combat en réalité, et que les objectifs sociaux et climatiques sont tout à fait compatibles, que ça va ensemble. Dans la réalité, c'est des centaines de milliers d'emplois, d'ouvriers notamment, de salariés, qui sont mis en cause dès lors où on veut détruire la filière diesel, et notamment en région, comme vous disiez. Autre exemple, évidemment, l'actualité, c'est les menaces de licenciement massif chez Alstom, maintenant General Electric. Alors évidemment, on consacrera une émission entière d'ailleurs au scandale au pluriel qui jalonne cette affaire. Mais quand même, un des arguments qui est mis en avant, c'est de dire les turbines à gaz au fond sont des productions qui sont condamnées puisque le gaz est une énergie fossile. Or, ils se gardent bien donc il y a bien une contradiction quand même, à mon sens, entre la nécessité de garder des acquis sociaux et d'en conquérir de nouveaux, et ces préoccupations soi-disant climatiques qui servent, à mon avis, d'autres objectifs. Il me reste donc à conclure ces En tout cas, elles sont un rideau de fumée. Elles sont un rideau de fumée, voilà. Aussi. On fera ce clin d'œil aux Gilets jaunes, en tout cas, dont le mouvement, je rappelle, l'étincelle a été déclenché par la protestation contre la hausse du prix du gazole, alors même que depuis des mois, on nous expliquait que c'était la mesure la plus écologique et qu'il n'y avait pas à discuter sur ce point. Or, c'est là-dessus que c'est parti. Il me reste donc à vous remercier, à rappeler à nos internautes qu'en effet, pour que cette émission se poursuive, si ça vous intéressait, nous appelons à jeter un œil sur notre mensuel. Vous pouvez vous abonner en ligne via PayPal et arrêter l'abonnement dès lors où le journal ne vous plairait pas. C'est donc une grande souplesse. Et à vous donner rendez-vous lors de nos prochaines émissions, alors après la pause estivale, mi-septembre. À vous remercier de votre attention et à vous souhaiter donc bonne lecture des ouvrages qui ont été présentés aujourd'hui. Merci à tous.